Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle conférence autour du climat avec Guillemette Meynaud que nous accueillons et que je remercie pour sa présence à nos côtés. Vous le savez, cette action fait partie d'un programme qui s'appelle Climate Initiative, qui a été lancé par la Fondation il y a maintenant 6 ans, qui a connu 2 éditions, qui est en train de connaître une 3e édition à travers un appel à projet. Et donc le projet CEPATHEM dont va nous parler Guillemette est un des lauréats, si j'ose dire, de notre dernier appel à projet, c'est-à-dire il y a bientôt 3 ans maintenant. Et donc je vais laisser Guillemette nous parler de ce programme qui concerne beaucoup l'Afrique, son climat passé et peut-être son climat à venir. Voilà, merci en tout cas à tous d'être venus nombreux. Et la séance, c'est à peu près une demi-heure d'intervention pour Guillemette et une demi-heure de questions-réponses. Et puis ensuite, ça se prolonge autour d'un verre et d'un petit panier repas. Voilà, une bonne conférence. Non, ça va aller. Bonjour à tous. Alors, je déclenche le chronomètre pour ne pas être trop longue. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais me présenter. Donc, je m'appelle Guillemette Meynaud, je suis professeure à l'École normale supérieure de Lyon, chercheuse au laboratoire de géologie de Lyon et membre de l'Institut universitaire de France. Donc, aujourd'hui, je vais vous emmener en Afrique et on va plus particulièrement s'intéresser aux variations du climat en Afrique. Donc, on va d'abord s'intéresser au climat, ou plutôt à la description des climats actuels en Afrique. On verra que c'est très divers. On s'intéressera ensuite au changement climatique. On verra que c'est une réalité qui est avérée sur le terrain, mais qu'il y a de nombreuses incertitudes qui demeurent quant à sa quantification. Je vous présenterai ensuite le projet CEPATHEM, donc qui est financé et soutenu par la Fondation BNP Paribas et qui s'attache à décrire le passé comme une fenêtre sur le futur. Alors, quand on s'intéresse au climat en Afrique, on peut regarder tout simplement l'Afrique vue de l'espace. Et on voit très clairement qu'on n'a pas un seul climat, mais qu'on a des climats. Vous voyez effectivement qu'on a une gradation de couleurs très importante entre le nord et le sud. Et cette gradation de couleurs retrace des végétations différentes. On a tout au nord des zones désertiques, avec une végétation sahélienne, comme vous en avez un exemple ici au Tchad. Et si on descend vers le sud, on va arriver dans des zones plus vertes. On va passer par une zone de savane sèche et ensuite on va arriver jusqu'à des forêts humides autour du Gabon. Alors cette première description très simple, elle a été formalisée entre guillemets sur cette carte qui a une résolution horrible. Ce qui est important de regarder sur cette carte, c'est que vous retrouvez cette zonation qu'on a vue tout à l'heure en couleur et qu'à chaque zonation est affecté un code avec 3 lettres. Et la première lettre va correspondre au type climatique de la zone, la deuxième au régime de précipitation et la troisième au régime de température. Alors pourquoi j'ai choisi de vous montrer cette carte ? C'est qu'elle nous montre que les paramètres principaux du changement climat en Afrique sont ces 2 paramètres que sont les précipitations et température. Alors si on rend lisible ces lettres horribles, on voit qu'on va passer d'un climat aride, désert et chaud, à une zone qui est dominée par des précipitations intenses, donc la zone équatoriale. Et si on redescend encore au sud, on va retomber dans des climats arides. Donc nous, on va s'intéresser aujourd'hui à cette zone-là. Alors cette zone-là, pourquoi elle est intéressante ? C'est que vous voyez que finalement, dans une zone géographique assez petite, on a des variations climatiques qui sont très importantes. Donc vous imaginez bien que si vous modifiez même très faiblement le climat, vous allez pouvoir avoir des migrations de ces zones climatiques qui vont avoir des impacts très importants, mais tout d'abord sur les écosystèmes, sur la végétation, mais également sur les humains. Si on regarde ces changements climatiques, justement, ils s'inscrivent dans le cadre général du changement climatique global auquel vous êtes familiarisés. Si on regarde le changement climatique à l'échelle mondiale, cette courbe vous montre les anomalies de température entre 1880 et 2015. C'est le point rouge qui clignote. Et donc, ce qu'on regarde, c'est une anomalie de température par rapport à la moyenne de l'ensemble de la période. Et on voit que ces anomalies varient entre 1 et moins 0,5. Ce qui est évident sur ce graphe, c'est qu'on a une tendance générale très prononcée à partir des années 80. Et vous voyez que les années les plus chaudes se sont toutes produites depuis les années 2000. Alors ça, c'est une vision très simplifiée, globale, à l'échelle du globe. Si on regarde maintenant spatialement ce qui se passe, alors je vais faire dérouler un petit film, je vais vous demander de regarder
Les codes couleurs. Alors ici, vous avez l'échelle. Alors quand on est dans le bleu, c'est que la région se refroidit. Quand on est dans le jaune et le rouge, c'est que la région considérée se réchauffe. Et ce qu'on va faire passer maintenant par ce petit film, c'est on va faire dérouler les années depuis 1884 jusqu'à 2013. Alors, vous pouvez soit choisir un point particulier de la carte où vous êtes déjà allé, soit regarder le patchwork qui va se dérouler devant vos yeux. Alors, vous voyez qu'on a des patchs de couleurs qui se déplacent et qui témoignent d'une variabilité interannuelle des températures à l'échelle du globe. Vous allez voir que ça va commencer à être intéressant. Là, on arrive dans les années 68, 70, et vous voyez que la couleur dominante passe très nettement au jaune et au rouge en 98, 2000. Et alors là, c'est vraiment très impressionnant. Vous voyez des réchauffements très, très importants sur les hautes latitudes nord. C'est là qu'on est à à l'échelle de 2 degrés. Et très globalement, l'ensemble du globe est passé au rouge. Et donc ce réchauffement climatique dont on a vu la tendance générale s'exprimer tout à l'heure au cours du temps, en moyenne annuelle, là on voit que même si spatialement on a une diversité, une hétérogénéité, on a très, très, très globalement un réchauffement climatique. Donc maintenant, on va faire un zoom sur cette partie-là du globe, l'Afrique, avec cette carte. Alors cette carte vous présente quoi ? Globalement, c'est les mêmes données que tout à l'heure, sauf que là maintenant, on va regarder une moyenne entre l'année 1900 et 2012. Et on va regarder les anomalies par rapport à ces températures moyennes annuelles, excusez-moi. Alors, l'échelle de couleur est ici. On est encore, c'est le même code couleur. En jaune et rouge, on est en anomalie positive, c'est-à-dire qu'on observe un réchauffement. Donc très globalement, toute la carte est en jaune ou rouge, avec un réchauffement qui va jusqu'à 2 degrés dans ces zones-là. Après, il y a une caractéristique très importante en Afrique, c'est ce gros pixel blanc. Alors ce gros pixel blanc, et ça va être une constante dans ma présentation, c'est l'absence de données. Vous voyez qu'on a vu que l'Afrique, on sait que c'est un pays qui est très vulnérable au changement climatique, puisqu'on a vu la sensibilité de la végétation et de ces zones climatiques, mais il y a encore très très peu de données dans ces zones-là. Si on s'intéresse au deuxième paramètre climatique, qui est la température, que sont les précipitations, excusez-moi, c'est encore plus prégnant. Donc la carte est un petit peu difficile à regarder. On regarde encore les variations de précipitations entre 1950 et 2012. Là, on a un code couleur qui est le suivant. Quand on passe dans le jaune et le rouge, on a une diminution des précipitations. En revanche, quand on passe dans le vert et le bleu, on a une augmentation des précipitations. Donc vous voyez qu'on a un certain nombre de pixels. Si on complète cette légende, à chaque fois que vous avez un pixel blanc, de la même manière que ce qu'on a vu pour les températures, c'est qu'on n'a pas de données. Et quand on a des hachures, c'est qu'on a des tendances non significatives. Alors je ne sais pas ce que vous pensez de cette carte, mais globalement, on s'aperçoit qu'on ne connaît pas grand-chose. On a non seulement des grandes zones où on n'a pas de données, mais en plus, quand on a des données, elles sont souvent parcellaires ou incomplètes, et du coup, on n'arrive pas à dégager des tendances significatives sur l'évolution des précipitations sur cette zone-là. Donc on arrive à voir quand même qu'on a une tendance à l'aridification sur cette zone-là. Ici, c'est vraiment très complexe. On a du bleu, du orange, donc vraiment un patchwork de réponses. Donc on a vraiment très très peu d'informations sur cette variation des précipitations qui est pourtant cruciale pour le continent. Alors pourtant, le changement climatique, c'est une réalité en Afrique. Donc là, je vous présente une figure qui est tirée du rapport du GIEC dans sa dernière version, la version 2014. Alors on va prendre le temps de regarder les pixogrammes ensemble. Tous les schémas ici présentent une caractéristique de l'environnement en Afrique. Alors le premier, ça va être l'agriculture. Les pins, là, ça va être la qualité de vie, la santé ou l'économie. Ensuite, on va avoir des inondations, sécheresses, destruction de la forêt, de la biosphère continentale, l'occurrence de feux, la disparition des espèces aquatiques et la fonte des glaciers. Et donc, sur cette carte-là, sont représentés ce qui a été établi par ce rapport du GIEC comme étant des évidences de modification du climat. Donc, par exemple, si on regarde en Afrique centrale, qui va être la région qui nous intéresse, on voit que cette région a été soumise à des événements hydrologiques, donc soit des sécheresses, soit des précipitations très importantes sur les périodes passées. Si il y a une autre partie de la légende que je ne vous ai pas détaillée qui est liée à la couleur.
C'est une notion qui est très très importante pour les différentes personnes qui travaillent pour le GIEC. C'est une attribution, une attribution certaine ou pas des changements qu'on observe au climat. Et donc vous voyez que quand on est dans le rouge, ils établissent avec une confidence très forte que ces changements sont attribués au climat. Et par contre, quand c'est en jaune, c'est plus bas. Alors, on a effectivement une autre possibilité de changement. Il y a le changement climatique général, mais il y a également l'impact anthropique. Donc, si on regarde... je vais vous montrer maintenant deux exemples, à la fois de changements climatiques avérés en Afrique et ensuite de changements liés à l'homme sur l'environnement. Et vous verrez que c'est parfois très difficile d'arriver à déconvoluer l'influence de ces deux paramètres. Alors, le premier exemple, une influence climatique nette, c'est l'évolution de la superficie du lac Tchad au cours du temps. Donc ça, c'est vu de l'espace. On va partir de 1963, avec les images qui sont encore en noir et blanc, jusqu'à 2013. Alors, ce qu'il faut regarder, c'est l'évolution de cette grande tache qui est le lac Tchad et qui est constitué de deux bassins, le bassin nord et le bassin sud. Et on voit qu'entre 63 et 73, on va avoir des fluctuations très très importantes de ce niveau lacustre qui traduit directement l'abondance des précipitations. Donc là, on a une évidence prégnante d'un changement de précipitation. Par contre, on a aussi des évidences de changement anthropique. Là, on va partir maintenant au Niger et on est toujours dans l'espace et on regarde une portion du Niger entre 1976 et 2007. Ce qu'on va regarder principalement, c'est le code couleur, de la même manière que sur la carte générale que de tout à l'heure. Quand on est en vert, on a des végétations importantes et des forêts importantes. Et ce qu'on voit, c'est que quand on passe de 1976 à 2007, on a un changement de couleur et on passe dans le jaune, une déforestation très importante de cette partie du Niger. Alors ça, on était dans l'espace pour l'instant, maintenant on va descendre sur Terre. Et quand on se promène au Cameroun, donc là c'est une image de la mission de 2016, il n'y a pas longtemps du tout, on a des évidences de cette destruction et de l'impact anthropique de l'homme sur la forêt. Alors pour échelle, la personne que vous voyez là, elle est juste devant vous ici. Donc ça vous montre qu'effectivement on a des strates végétales très différentes avec ces arbres-là qu'on pourrait appeler de manière très impropre la forêt primitive, donc des arbres très très importants dont on n'arrive pas à les prendre en photo en fait parce qu'on n'a jamais le recul nécessaire, donc on n'a pas la canopée. Mais vous voyez, en comparant Sylvain à la taille de ce tronc, que ce sont vraiment des arbres très très imposants. On a en dessous de cette strate de forêt une strate de bananiers et de cacaoyers, donc vraiment une implication, une empreinte très importante de l'homme sur ce paysage. Et ensuite, cette zone de brûlis, plus ou moins maîtrisée, vous voyez que le cacaoyer en a fait les frais, qui est une pratique agriculturale qui est très répandue dans cette zone-là. Donc on a une empreinte prégnante de l'homme sur les paysages. Alors, on était dans le passé. Maintenant, ces données du passé, on va regarder ce qui se passe, ce qui est prédit pour le futur. Alors, maintenant, on a l'évolution des températures. Attention, ce n'est plus des températures mesurées, mais on est pour des températures prédites pour la fin du XXIe siècle. Les codes couleurs sont toujours les mêmes. Quand on est dans le jaune et le rouge, on a un réchauffement. Et là, je vous ai représenté deux cartes qui sont encore une fois issues du GIEC. La carte supérieure représente ce qui va se passer à la fin du XXIe siècle dans le cas d'un scénario d'émission haute. Alors vous savez, c'est le scénario émission haute, c'est un peu le scénario catastrophe, c'est on ne fait rien pour stopper les émissions de gaz à effet de serre et on laisse le système climatique s'adapter à cette émission de gaz à effet de serre. Et on a un réchauffement très très important sur l'Afrique. Vous voyez qu'on va jusqu'à 6 degrés, donc c'est très très important. Et le scénario alternatif, qui est le scénario optimiste, qui est le scénario émission basse, qui est celui qui se produit si on réduit drastiquement et de manière durable nos émissions de gaz à effet de serre. Et vous voyez que selon ces deux scénarios, selon le comportement humain, entre guillemets, vous voyez que les variations de température appliquées sont très différentes. Alors, on peut faire le même, et les modélisateurs font les mêmes jeux sur les précipitations. Vous voyez que la carte est encore très, très compliquée. Donc le code couleur est toujours le même. Dans le bleu, il y a plus de précipitations. Dans le jaune, il y a moins de précipitations. Les cartes représentent la même chose. Carte du haut, c'est scénario le pire, émission haute. Et carte du bas, scénario émission basse.
Alors là, on a encore des figurés qui sont différents. Quand on a des couleurs, c'est que les modèles, parce que les modélisateurs ont fait tourner un grand nombre de modèles et ont regardé les sorties des modèles et ont regardé si ces sorties concordaient. Quand on a des couleurs, c'est que les modèles concordent. Quand on a des points blancs, on est très content parce qu'il y a un très bon accord. Quand on a du gris, c'est que les modèles divergent, on ne sait pas pourquoi. Et quand il y a des couleurs ou des lignes diagonales, on a peu ou pas de changements observés pour les différents modèles, mais on ne sait pas trop ce qui se passe. Donc, de la même manière que ce qu'on a vu tout à l'heure, il y a encore des larges portions du continent qui sont très mal couvertes. Donc, pour conclure avec ce petit aperçu de ce qu'on sait, on a un changement avéré de l'environnement, mais on a très peu de données pour contraindre les modèles climatiques. Alors là, vous avez une représentation d'un modèle climatique. Vous savez qu'un modèle climatique, c'est qu'on va décomposer l'atmosphère en petites boîtes et on va regarder le comportement de ces petites boîtes en fonction de forçages externes. Et les forçages externes, c'est effectivement la production de gaz à effet de serre. Donc nous, ce qu'il va falloir qu'on fasse, c'est essayer de contraindre dans le passé ce climat pour essayer de contraindre ces modèles. Donc le problème, c'est qu'au-delà de la période instrumentale, on n'a pas beaucoup d'informations. Et du coup, ce que nous proposons, c'est de regarder, de s'intéresser aux crises climatiques passées pour mieux contraindre le présent et donc contraindre le futur. Donc c'est ce que nous mettons en œuvre lors du projet CEPATAN, qui va concerner donc les températures et les précipitations passées en Afrique. Donc ça mobilise une équipe internationale et différente. On a un support institutionnel important, avec notamment un support de l'IRD, qui est l'Institut de recherche pour le développement. Et donc là, vous avez une photo de la représentation de l'IRD à Yaoundé, qui est d'un grand support quand on est sur le terrain. On a choisi différents endroits. On a choisi de se focaliser sur cette Afrique centrale. Vous avez vu qu'elle était caractérisée par un grand nombre de pixels blancs et de pixels gris. Donc on a vraiment besoin de comprendre ce qui se passe dans cette zone. C'est une zone très, très sensible climatiquement. Et on a regardé, et on regarde toujours actuellement, un transect en fait entre le lac Baroumimbo ici au Cameroun et le lac Tchad, qu'on a vu tout à l'heure, dont on a vu les variations de la surface, en passant par donc un autre lac Mbalang au Cameroun et le lac Hiro au Tchad. Alors, comment faire finalement pour avoir des informations sur les environnements passés ? Le principe, c'est que les organismes vont enregistrer les modifications de leur environnement. Alors comment ? Soit par des modifications de leur population, soit par des réactions physiologiques. Alors, les modifications de leur environnement, c'est quoi ? Ça peut être une variation de température à laquelle ils sont sensibles, une variation de précipitation, de taux de poussière, ou alors un changement environnemental créé par l'agriculture, par une déforestation, ou par des feux. Donc en fait, les organismes vont enregistrer ces modifications et à leur mort, leurs restes vont atterrir dans les sédiments et nous, on va aller les chercher dans les sédiments. Alors comment retrouver les organismes perdus ? La version classique qu'on connaît, qui est très impressionnante dans les musées, c'est de retrouver des fossiles de poissons par exemple. Alors on a une approche un petit peu différente. Nous, on va regarder des molécules fossiles. Ces molécules fossiles, en fait, sont le témoin de molécules biologiques. Alors, je m'intéresse tout particulièrement à des molécules, les tétraéthers de glycérol, ces molécules complexes de 87 carbone, et qui sont caractéristiques des archées. Alors, ce qui est intéressant, c'est que les archées, quand elles sont soumises à un stress, une variation de température, une variation de pH, une variation de leur environnement en général, elles vont adapter la fluidité de leur membrane en changeant la structure chimique de ces longues chaînes carbonées que vous voyez ici. Donc très concrètement, on va changer le nombre de cycles pentane, on va changer le nombre de doubles liaisons. Donc nous, c'est ce qu'on va regarder. Alors, les sédiments et nos restes biologiques qui sont au fond du lac. Donc là, je vais vous emmener avec moi sur le terrain et on va aller regarder comment est-ce qu'on récupère ces sédiments lacustres et je vous montre ça à l'aide d'un petit film que j'ai tourné en 2014 pour vous montrer un carottage. Donc là, on part au Cameroun, sur le lac Baroumimbo et je vais vous montrer comment se passe une mission. Et en plus, vous allez rester propre, vous. Donc, nous sommes au sud du Cameroun. Alors, ça demande là, c'était une grosse mission internationale qui mobilisait des équipes allemandes et une équipe française et des équipes camerounaises. Donc on a eu un gros problème d'accès déjà, vous avez vu. Donc grâce au soutien logistique de l'IRD, nous sommes arrivés sur site. On construit une barge de carottage
qui est quelque chose qui fait à peu près 4 mètres sur 4 mètres. Donc ça prend un petit peu de temps. Ensuite, cette barge de carottage est mise à l'eau. Et on va assister à la sortie du premier enregistrement. Alors, je suis désolée, je ne sais pas comment avancer. Je risque de faire un... Donc, voilà, on s'approche de la barge et on va voir les carotteurs en action. Voilà. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on lance un piston au fond de l'eau avec une chemise vide. Alors, ce qu'on appelle une chemise, c'est un tube en plexiglas vide qui va s'enfoncer dans le sédiment. Voilà, vous voyez, ils sont en train de descendre le pied. La cartouche vide est descendue et là, elle est en train de remonter. Et vous allez voir donc la carotte sortir. La voici, il coince. Et donc là, vous avez la carotte, vous avez l'interface eau et les tout premiers sédiments. Là, voilà. Donc du coup, on a fait ça pendant 10 jours. On a ramené 40 mètres de sédiments. Voilà. Donc là, après, il faut conditionner et puis rentrer en Europe. Donc je vais avancer pour qu'on reste dans les temps. Donc là, on a notre carotte qui a pris l'avion, qui nous a rejoints en Europe. Et on obtient ce type de choses. Donc vous voyez, on voit très mal avec la lumière, mais en fait, on a des lamines qui montrent des dépôts différents en fonction du temps. Donc si on oriente cette carotte, là, on a le haut, là, on a le bas. Temporellement, le plus récent est en haut, le passé est en bas. Donc on remonte dans le temps quand on remonte sur la carotte. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va la saucissonner. On la découpe en tranches. Et là, il y a la deuxième partie du travail, qui est la partie de laboratoire. Donc je ne vais pas vous détailler tout ça, mais c'est une partie qui me tient à cœur parce que j'y passe beaucoup de temps. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on prend ces tranches de sédiments, on va extraire une soupe de molécules, ce qu'on appelle l'extrait lipidique total. Et ensuite, de cette soupe de molécules, on va extraire celles qui nous intéressent. Vous voyez, vous les reconnaissez ici, là, les molécules à 87 carbone. On va les séparer grâce à différents appareils. Et on va mesurer la concentration ou la quantité relative de ces différentes molécules. Et grâce à des calculs des indices, on va remonter aux températures. Donc, cette méthode-là, on l'a appliquée à 2 crises climatiques majeures au cours des derniers 20 000 ans. La première, c'est la période humide africaine, et la deuxième, la crise forestière récente. Alors, on parlait tout à l'heure du changement climatique à venir qui allait avoir un impact en aparté sur les migrations humaines. Et là, on a des évidences très importante de migration et d'impact sur l'homme des climats. Alors, je ne sais pas si vous connaissez ces gravures. Ce sont des peintures et gravures préhistoriques qui ont été retrouvées en Égypte, donc dans un milieu très très aride actuellement. Et alors, il faudrait que ça soit un petit peu meilleur, mais ce qu'on voit, c'est qu'on a une végétation, une faune très très importante. Et donc, ces peintures et ces gravures témoignent d'une végétation et d'un climat, d'un environnement complètement différent, donc de beaucoup plus d'eau dans cette zone qui est complètement désertique actuellement. Ça, c'est un premier exemple. Un deuxième exemple qui est assez joli, c'est d'aller regarder, donc là on est en Égypte et au Soudan, et ce qu'on va regarder au cours du temps, donc là on est avant 8500 ans, on va regarder la présence et là où se positionnent en fait les artefacts humains dans cette zone-là. Donc à chaque fois que vous avez un point rouge, c'est que vous avez une identification d'un reste d'habitation, d'un reste de campement, sur cette zone-là. Et le code couleur qui s'ajoute à ça, c'est le vert. Donc quand vous avez du vert clair, vous avez un petit peu plus de précipitations, et du vert foncé, beaucoup de précipitations. Donc vous voyez que l'état initial, c'est que la région est complètement aride et que tout l'habitat se concentre le long du Nil. On passe maintenant entre 8500 ans et 7000 ans. Vous voyez que les précipitations sont maintenant beaucoup plus abondantes, tellement abondantes qu'en fait le Nil est vraisemblablement tellement marécageux que les gens ne peuvent plus s'y installer. Et on a une migration et une installation des populations qui se répartissent sur l'ensemble de la région. Si on continue à avancer dans le temps, là on est entre 7000 et 5300 ans, les conditions deviennent un petit peu plus difficiles au niveau de l'eau. Et donc on a une concentration des habitats, mais ça reste quand même... intéressant de s'y établir. Et par contre, entre 5300 et 3500 ans, vous voyez qu'on a de nouveau une concentration dans les zones arides de ces artefacts humains et une concentration de ces habitats, soit proche de lacs temporaires, soit proche en altitude, là où il y a encore de l'eau. Donc là, on a vraiment une évidence très importante du lien entre homme et climat. Alors, là, c'était ce qui se passait il y a 10 000 ans. Si maintenant on regarde il y a 3 000 ans, il y a un phénomène il y a 3 000 ans qui a affecté l'Afrique et qui est très important, qui est la migration du peuple bantou. Alors le peuple bantou, il était installé, on ne sait pas trop où finalement, autour du Niger et du Cameroun. Et
à partir de 3000 ans, il a commencé une grande migration pour aller coloniser tout l'Afrique du Sud. Alors, il y a beaucoup de questions qui restent à propos de cette migration. On ne sait pas du tout par quoi elle a été déclenchée. Est-ce qu'il y a eu un problème climatique? Est-ce que l'environnement... Alors, le peuple bantou, c'était les premiers qui ont fait de l'agriculture, qui maîtrisaient le travail du fer, et donc, du coup, qui avaient des villages établis, qui n'étaient plus des chasseurs-cueilleurs, et donc qui avaient besoin d'un certain niveau de précipitation pour pouvoir établir leur campement. Et qu'est-ce qui s'est passé ? On ne sait pas ce qui s'est passé en fait. Est-ce que c'était un problème climatique ? Est-ce que c'était les premiers réfugiés climatiques ? Est-ce que le climat s'est dégradé et que du coup ils ont dû migrer ? Est-ce que la démographie, la pression démographique était trop importante et du coup il n'y avait plus assez de place et qu'ils ont dû migrer ? On n'en sait rien. Donc l'idée c'est d'essayer de contraindre ce qui s'est passé il y a 3000 ans et voir si on a une évidence là d'un des premiers impacts sur l'homme de l'environnement ou l'inverse. Alors ce qui est assez intéressant, c'est qu'il y a 2 routes qui ont été empruntées par ce peuple bantou. Et l'une qui longe la côte et l'autre qui va passer plus en Afrique de l'Est. Alors c'est très intéressant de regarder ça. C'est que là aussi c'est une contrainte environnementale sur l'homme. C'est que le bassin, ces forêts humides, ce bassin du Congo, en fait c'est très difficile pour eux d'y établir des fermes. Et surtout c'est des refuges à maladies. Et donc du coup vous voyez qu'ils ont soigneusement évité, et c'est le consensus actuel, qu'ils ont soigneusement évité cette zone-là. Donc nous ce qu'on a voulu regarder, c'était de savoir si, d'abord, ce changement de l'Afrique, la période humide africaine il y a 10 000 ans, on a vu toutes les évidences au nord, on voulait savoir ce qui se passait au sud sur cette période-là. Et ensuite, on a voulu regarder ce qui se passe à 3 000 ans dans cette zone-là. Est-ce qu'on enregistre ce passage des Bantous ? Est-ce qu'il y a eu un problème climatique qui a fait que les populations ont migré ? Donc, est-ce qu'on a un impact humain précoce sur l'environnement ou un contrôle par le climat ? Alors, je vais juste vous montrer quelques résultats. Une seule courbe. Cette courbe, elle est issue... Alors, c'est la carotte du Baron Bimbo qu'on a vu tout à l'heure, d'accord ? Donc là, on remonte dans le temps. Ici, c'est le passé, on est à 25 000 ans. Ici, c'est l'actuel. Et ce qu'on regarde maintenant, c'est un autre enregistrement climatique qui est lié au pollen. Alors les pollens, ça retrace la végétation. Et globalement, le code couleur est le suivant. Quand il y a beaucoup de vert, c'est qu'il y a une forêt très développée. Et quand il y a du jaune... plus prégnant, c'est que la savane a grignoté la forêt et donc on a un changement de l'environnement. Et alors, qu'est-ce qu'on voit ? On voit que donc, sur le Baron Bimbo, on a une forêt qui est bien établie, une savane qui est bien établie. Et par contre, au moment de la période humide africaine, cette savane va complètement disparaître et on a les végétations forêts qui s'établissent. Et si on continue à se rapprocher de nous dans le temps, qu'est-ce qu'on voit ? On voit que cette crise forestière de 3000 ans dont on a parlé tout à l'heure, elle se voit très très bien dans le diagramme polénique. On a une recrudescence ici de la savane. Donc là, toute la question pour cette zone-là, c'est de savoir si on a un contrôle climatique ou si on a un contrôle humain. Et là, est-ce qu'il s'est passé quelque chose d'autre sur les paramètres climatiques ? Le problème, c'est que c'est très difficile d'avoir des paramètres climatiques et on présente le premier enregistrement de température sur cette période-là. Donc ici, vous avez les températures reconstruites avec mes molécules favorites, donc les tétraéthers de glycérol. On a fait un zoom sur cette entrée de la période humide africaine, parce qu'on n'a pas encore fini l'enregistrement, on va aller voir ce qui se passe par ici ensuite. Et qu'est-ce qu'on voit ? On voit que pendant la période humide africaine, et surtout à la fin de la période humide africaine, on a une baisse très importante importante de la température de l'ordre de 2 degrés. Donc c'est une baisse qui est très importante pour cette zone-là. Et donc ça, c'est le premier résultat qu'on a obtenu. Et le deuxième résultat, c'est de dire que pendant la crise forestière, nous, on n'a pas de variation de température. Donc ça ne veut pas dire que c'est uniquement un impact humain, ça veut dire qu'on a peut-être un problème de précipitation, mais en tout cas, on peut dire que la température ne va rien contrôler dans cette zone-là. Donc c'est un travail qui est en cours et on est en train de contraindre grâce à d'autres proxys les précipitations. Alors là, je vous ai montré le site qui était le plus au sud du Cameroun. Et maintenant, je vais vous montrer un site, une étude préliminaire qu'on a faite sur le lac Iro au Tchad. Donc, vous voyez que là, on est vraiment dans une zone qui est clé. On passe dans la végétation sahélienne à une végétation beaucoup plus développée.
Et donc c'est un site qui potentiellement est très intéressant. Et on s'est aperçu c'est vraiment comme ça que ça s'est passé, sur les images satellites, qu'il y avait un lac qui avait une forme très très circulaire, qui n'était jamais décrit dans la littérature. Alors le fait que ça soit jamais décrit dans la littérature, c'est que c'est très dur d'accès, c'est dans des zones qui sont dangereuses. Et on a eu la chance de pouvoir organiser une première mission avec le soutien de BNP Paribas et l'ambassade de France. On avait une escorte militaire. Et c'était une mission qui était essentiellement tchadienne. En fait, on n'était que 2 Français sur la mission. Et on voulait découvrir ce lac. Donc, on est parti 3 semaines. Et on avait 3 objectifs principaux. Le premier objectif, c'était de savoir comment ça se fait qu'on ait ce lac qui est vraiment très, très circulaire dans cette zone-là. On n'avait aucune explication. On est en train de faire des études pour savoir si c'était un impact de météorite qui n'aurait pas été décrit. Donc on fait de la géologie classique, c'est pour ça que je vous ai montré un bel affleurement rocheux, pour voir si ces roches ont enregistré un impact météoritique. La deuxième chose, c'était on voulait simplement savoir la profondeur du lac, parce qu'il n'y a vraiment aucune donnée. Et puis l'épaisseur de sédiments. Alors là, par rapport à la grosse barge qu'on a vue tout à l'heure, c'était quelque chose de beaucoup plus artisanal, on va dire. Sur une pirogue, on a embarqué un dispositif de sismique pour pouvoir mesurer la profondeur de l'eau et mesurer la profondeur du sédiment. Alors on a eu plein de problèmes techniques parce que c'est pas du tout fait pour les pirogues en fait, ces systèmes, c'est vraiment bizarre. Ensuite, le troisième objectif, c'était de prélever les premières carottes. Donc là, c'était encore plus du bricolage. On a attaché 2 pirogues ensemble avec une plateforme de bois et on a fait un carottage comme ce que vous avez vu tout à l'heure. Et donc là, vous avez le premier sédiment qui sort du lac Hiro. Il n'y a jamais rien qui a été fait dessus. Et donc cette mission qui a été compliquée, difficile physiquement, nous a permis de ramener une première carotte et qui est très très intéressante. Alors on est en train de travailler là-dessus, on est en train de faire des datations et tout. Mais ce qu'on a vu, alors le contraste de couleur il n'est pas très bon, mais si vous voyez mieux, là on aurait un beau sédiment gris clair, très, très doux au contact. Ensuite quelque chose de très noir, très dur, on a eu beaucoup de mal à le traverser avec le carottier. Et ensuite de nouveau ce beau sédiment gris clair. Donc ça montre qu'on a une succession de sédiments actuels, d'un palais au sol. Le lac s'est vidé et ensuite de sédiments lacustres. Donc maintenant, ce qu'on est en train de faire, ce qu'on doit faire vendredi d'ailleurs, c'est ouvrir ces carottes, c'est-à-dire les couper en 2, et on va prélever le matériel pour faire des datations et faire les premières analyses chimiques. Donc ce lac, il est magnifique. Il est très important parce qu'il est soumis à une très forte pression anthropique. C'est le seul point d'eau du sud du Tchad et de la République centrafricaine. Donc il y a des troupeaux partout. Il y a une pêche très importante. On a pu retirer de ce lac un enrichissement sédimentaire continu. Et c'est donc un site unique par sa localisation. Donc on aimerait beaucoup y retourner. Le problème, c'est qu'il y a des gros hippopotames. Et alors, moi aussi, je rigolais au début, mais en fait, on a très très peur des hippopotames. Les pêcheurs, ils veulent plus aller sur le lac quand il y a les hippopotames. Et surtout, notre belle barge high-tech que je vous ai montré sur le petit film, elle est sur des boudins en plastique. Et donc, un coup de dents d'hippopotame, on retrouve la barge au fond. Donc là, on a trouvé une autre solution technique avec une barge sans boudins en plastique pour pouvoir affronter les hippopotames. Donc, il ne me reste plus que 2 diapos. Je voulais simplement terminer. Donc là, je vous ai fait une présentation de recherche. Je voulais juste simplement vous dire que toutes ces présentations, toutes ces thématiques de recherche, en fait, on a à cœur de les coupler à des projets pédagogiques et notamment la formation à la recherche par la recherche. Et on a mis en place un consortium d'universités françaises et camerounaises, afin de sensibiliser les étudiants africains et européens aux problématiques des changements environnementaux en milieu tropical et aride. Donc ce qui se passe, alors on a fait 3 éditions, 2012, 2013, 2015. 2014, il y avait Ebola, on n'a pas pu partir. On amène, en fait, la mise en musique, c'est qu'on amène une vingtaine d'étudiants. On a à cœur de mixer des étudiants qu'on appelle Nord, nos universités françaises, et on est en train d'associer l'Europe, les Suisses à ça, et des étudiants Sud, donc Cameroun et Tchad. Et on a un taux d'encadrement assez exceptionnel, puisqu'on a 10 encadrants pour 20 étudiants. Et on passe 14 jours sur le terrain. Et pendant 14 jours, ils font le travail qu'on fait normalement quand on découvre un site, c'est-à-dire qu'ils viennent avec nous, on carotte,
Ils ouvrent les carottes, ils font des premières descriptions, ils apprennent à se servir d'un carottier. Et c'est vraiment quelque chose qui est très compliqué à monter, mais qui est très intéressant. Et le deuxième volet, donc ça s'adresse à des étudiants de master. Le deuxième volet, c'est quelque chose qu'on a développé juste pendant la dernière mission de mars 2016. Là. On est parti avec un étudiant camerounais qu'on avait fait venir en France, déjà qui suit un programme de master en France. Et on l'a lancé sur une thématique, la thématique des pesticides. Alors, j'en ai pas du tout parlé parce que là, je regardais des périodes de temps qui étaient beaucoup plus grandes. Mais on s'est rendu compte qu'en fait, tous ces lacs étaient très, très fortement marqués par l'impact anthropique. Et du coup, avec un usage immodéré des pesticides, comme vous pouvez le voir, là, c'est le marché à Kumba, la petite ville à côté du lac Barumbimbo. Et donc, ce que Kevin va faire, c'est un premier inventaire, ça n'a jamais été fait au Cameroun, des pesticides utilisés, des pesticides qu'on retrouve dans les sols, dans les plantes et dans le lac. Parce que bien sûr, le lac sert à la fois de zone de pêche et d'alimentation en eau, donc avec les problèmes que vous pouvez imaginer. Voilà. Et la bonne nouvelle d'hier, c'était que notre étudiant camerounais vient d'avoir une bourse de thèse par le ministère des Affaires étrangères, et donc on va pouvoir continuer. Voilà. Je vais m'arrêter ici avec cette photo du lac Tchad et de tous ces gens qui vous saluent. Et je suis prête pour les questions. C'est la première qui est la pire. Alors, il est inaccessible à nous, en fait, parce qu'on passe par des zones qui sont contrôlées par Boko Haram. Et donc, voilà. Et c'est très proche de la République centrafricaine. Et donc, du coup, quand on est descendu, donc c'était une mission de 3 semaines, on avait c'était sous l'égide de l'ambassade de France, donc on avait l'ambassade de France qui assurait notre sécurité, et on avait une escorte militaire. Donc, c'est des zones qui ont été complètement fermées à la recherche à cause des instabilités politiques. Et donc, il y a vraiment des choses à découvrir et il y a vraiment des choses qui sont très, très intéressantes. Mais effectivement, on n'y va pas comme ça. Donc, on a pu monter cette première mission. Il y a une deuxième mission qui est partie cette année. Mais là, plus pour décrire la faune et la flore, en fait, qui, pareil, il n'y avait pas d'inventaire de ce qui se trouvait dans ce lac et qui est partie cette année. Et donc, on espère remonter cette grosse mission l'année prochaine. Mais le problème, ça va être des problèmes de sécurité. C'est-à-dire que jusqu'au dernier moment, on peut nous dire de ne pas partir. Parce qu'on a 2 jours et demi de route depuis N'Djamena en 4x4. Donc on n'est pas très bien sur la route quand même. Oui. Bonjour. Bonjour. La petite question concerne le lac Tchad. Sa surface a diminué en 50 à peu près de 90%. Est-ce qu'en fonction de ce que vous avez constaté, on peut imaginer que dans un passé lointain, le lac Tchad avait déjà diminué avant de retrouver à peu près sa taille que nous avons connue dans les années 50, ou ça n'est jamais arrivé que là, on va vraiment perdre quelque chose? Alors, le lac Tchad, c'est vraiment très, très important. Et c'est une très bonne question. C'est qu'effectivement, je vous ai montré une image un petit peu trompeuse. Parce que ces images satellites, elles sont très, très trompeuses parce que là, il n'y a pas le mois. Et le lac Tchad est installé dans des cuvettes qui sont très plates. Et donc, du coup, une variation de précipitation très peu importante va faire varier la surface de manière très grande. Et donc, du coup, ce qui va se passer, c'est qu'en fonction du mois de l'année à laquelle on va prendre ces photos, je peux vous montrer un assèchement ou je peux vous remonter une augmentation de la précipitation. Cela dit, ce qui est établi quand même, c'est qu'il y a eu, autour de la période humide africaine, toujours la même, il y a 10 000 ans, un épisode qu'on appelle le méga-lac Tchad. Donc le lac était bien, bien, bien plus grand. Et on en trouve partout dans le paysage des restes ou des preuves. Donc le lac Tchad a déjà beaucoup varié. Le fait qu'il soit très, très peu profond, il s'est vraisemblablement déjà complètement asséché. Et c'est ce qui nous pose problème en fait pour la paléoclimatologie, parce que dès que ça s'assèche, il y a l'érosion qui joue, puis on perd notre enregistrement. Donc il y a déjà eu des fluctuations très importantes. Là, actuellement, on est dans une phase de reprise du niveau. Donc il y a eu dans les années 70 et 80 des très grosses sécheresses avec une diminution très importante. Et là, dans les années 90-2000, on a plutôt une reprise, une augmentation du niveau. Mais c'est un lac qui est très très sensible à cause de toute la vie qu'il y a autour. Et du coup, il y a des observatoires et ce lac est monitoré. Et donc nous, on a des programmes de recherche pour essayer de voir, quand on va plus loin dans le passé, qu'est-ce qui se passe en fait, qu'est-ce qu'il nous raconte comme histoire.
Mais attention aux images qui montrent des messages trop clairs, en fait, c'est mensonger. Oui. Alors, cette question est très intéressante. Justement, on en discutait juste avant de commencer la présentation. C'est vrai que nous, pour l'instant, on se focalise sur un aspect compréhension du système. Et après, il faudrait coupler ça à un volet adaptation et mitigation, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut faire en sorte que ces variations de l'environnement qu'on observe soient la moins importante possible. Alors, on est en train de le mettre en place. Alors, mes collègues qui travaillent sur le lac Tchad le font, puisqu'ils sont impliqués dans les réseaux de surveillance de ce niveau lacus pour essayer de comprendre comment est l'alimentation, qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter qu'on ait une baisse de ce niveau, etc. Plus personnellement, on commence, nous, à le mettre en place sur l'aspect pesticides. Donc là, ce que je ne vous ai pas montré, c'est que quand on est allé sur le terrain en mars, on a rencontré le maire du village, on a rencontré le chef traditionnel du village également, avec dans l'idée, en leur présentant le programme et en leur disant bien sûr que le fait de former un étudiant camerounais, c'était que après, lui serve de relais dans le pays pour montrer ce qu'il a trouvé. Mais pour l'instant, on en est vraiment au défrichage, entre guillemets. Il n'y a aucun inventaire qui existe. Donc, Kevin va faire ses premières analyses. Et après, il y aura le volet diffusion des connaissances. Et c'est primordial. Et c'est pour ça aussi que le volet pédagogique, entre guillemets, est important. On rêverait de pouvoir emmener des étudiants là-bas. Parce que là, on a sur un lac qui est magnifique. On a vraiment toute la présence humaine partout. On voit directement l'impact sur l'écosystème. On voit directement le lien direct entre ce qui se passe sur les rives et ce qu'on va retrouver dans le lac. Donc c'est quelque chose qu'on ne fait pas trop encore, mais qui va être important à développer, effectivement. Là, on est plus dans l'acquisition. Est-ce qu'il y a d'autres moyens d'investigation que le carottage pour comprendre le climat passé et pourquoi on a si peu de données en même temps? Dans ces zones-là? Oui. Alors, dans ces zones-là, oui, il y a les spéléothèmes, mais on n'en trouve pas beaucoup. Alors, les spéléothèmes, c'est les concrétions calcaires qui grandissent dans les grottes. Et ça a une croissance par cerne. Et donc, du coup, on va pouvoir remonter par palier dans le temps et avoir des informations climatiques. Mais il y en a très peu dans cette zone. L'autre information climatique très importante et qui a été très utilisée en Europe, notamment au début de la paléoclimatologie, ça va être la dendrochronologie. C'est-à-dire qu'on va regarder les cernes de croissance des arbres. Et donc ça a été très très utilisé, mais ça marche très bien en milieu tempéré, mais ça ne marche pas en basse latitude, parce qu'en basse latitude, on n'a pas d'alternance des saisons. Et donc, du coup, on n'a pas nos belles cernes foncées, claires, larges, fines, qui nous signent en fait la progression des années. Donc, il y a très peu. C'est pour ça qu'il y a très peu d'archives. Alors, les seules archives, du coup, ça va être des lacs. Le problème, c'est qu'on a vu qu'il y avait une variabilité climatique très importante. Et du coup, un lac, s'il n'est pas dans une situation privilégiée, entre guillemets, il va s'assécher. Et du coup, on a des enregistrements climatiques qui sont très discontinus. Et en plus, on coupe une autre difficulté, c'est qu'on a vu que les climats étaient très hétérogènes sur l'Afrique. Et donc, du coup, une archive à un endroit ne va pas forcément refléter ce qui se passe au niveau régional. C'est pour ça que c'est un champ d'études qui est passionnant et qui est un petit peu compliqué. Sinon, il y a beaucoup de gens qui regardent en fait le climat de l'Afrique par ce qui se passe sur les marges océaniques. C'est-à-dire qu'on va regarder le matériel qui est amené par les fleuves sur la marge océanique. Mais là aussi, on va intégrer ce qui se passe à l'image d'un bassin versant et c'est parfois difficile d'arriver à retrouver le signal climatique qu'on y trouve. En plus, l'Europe pour les chercheurs européens et l'Amérique pour les chercheurs américains, c'est plus facile, c'est le jardin d'à côté. L'Afrique, c'est pas toujours facile. Mais bon, il y a beaucoup de gens qui s'y intéressent maintenant. Juste une question. Est-ce que, vous nous avez montré la liste de vos partenaires, notamment au niveau des universités oui. En France. Est-ce que vous travaillez avec d'autres universités en Afrique, notamment, je pense au 2IE, qui est une école d'ingénieurs qui a un programme de recherche, je pense, sur l'environnement.
Est-ce Oui. que vous travaillez un petit peu avec eux ou vous envisagez par exemple? Alors, on est à la recherche de partenariats. Pour l'instant, on a depuis une petite dizaine d'années construit un partenariat très fort avec l'université de Yaoundé, à l'origine sur des problèmes d'hydrologie, en fait, de ressources en eau, sans parler des archives climatiques. On est en train de monter un partenariat qui marche bien avec l'université de Chang, donc à l'ouest du Cameroun. Et sinon, les gens avec qui je travaille du CEREJ travaillent beaucoup avec l'université de N'Djamena. Mais effectivement, on est preneur de nouvelles collaborations avec des gens. Donc là, c'est des gens avec qui on travaille, qui sont venus plusieurs fois sur le terrain, qui sont venus en France aussi. Et donc, c'est des partenariats qui sont assez bien établis, mais on est ouvert à toute collaboration. Parce que, oui. Mais je ne connais pas l'institut que vous avez mentionné, je regarderai effectivement. Je veux bien, oui. Merci. Oui ? À part la déforestation, est-ce que vous pensez que dans les villes aussi, il y a des causes de ce réchauffement climatique ? Alors, dans les villes, il y a un problème d'alimentation en eau. En fait, le problème le plus prégnant, ça va être l'alimentation en eau partout. Et il se retrouve aussi dans les villes. Ensuite, ce qui se passe dans les villes, c'est qu'on a un autre problème. Là, on va plus sentir l'impact anthropique. Et il y a des problèmes de pollution. Et donc, tout ce qu'on fait sur les pesticides et les polluants, on a des collègues qui le font. Par exemple, dans la ville de Yaoundé, où il y a un lac, je ne sais pas si j'appelle ça un lac en fait. Et donc du coup, on a des étudiants qui font un suivi annuel et un suivi dans le passé récent pour mesurer cet impact anthropique. Mais effectivement, les problèmes qu'on va avoir, je ne suis pas spécialiste là-dedans, mais les problèmes liés aux villes, ça va être plus une croissance trop importante, un problème d'infrastructure, d'assainissement des eaux et d'approvisionnement en eau. Voilà. Oui. Est-ce que les tendances que vous voyez dans vos travaux ont un recoupement avec les travaux du GIEC, ou on est encore trop éloigné en termes d'échelle de temps? Alors, pour l'instant, on est trop éloigné. Cela dit, dans le rapport du GIEC, il y a toute une partie qui concerne la paléoclimatologie et comment les environnements ont changé au cours du temps. Parce qu'on n'est vraiment pas les seuls à utiliser ces crises climatiques comme test bench, en fait, comme test, comme zone test des modèles climatiques. Et l'idée, c'est de dire, si les modèles climatiques sont capables de reproduire les évolutions qu'on voit en température et les évolutions qu'on voit en précipitation, c'est qu'on a compris le mécanisme qui sous-tend ces changements. Donc, le GIEC en tient compte parce qu'il y a une review de littérature qui est faite, qui présente un update en fait de tout ce qu'on sait de la science paléoclimatique. Après, ce que j'ai présenté là, c'est très préliminaire. La mission a été en 2014, donc là maintenant, il faut qu'on mature tout ça et notamment qu'on couple ce qu'on a vu en précipitation, ce que je vous ai montré en température, avec ce qu'on voit en précipitation. Et là, c'est notre collègue allemand qui fait cette reconstruction. Voilà, mais on est en cours de réflexion là-dessus. Allô. Dans les scénarios d'émissions hautes, j'ai l'impression que les prévisions vont vers une augmentation des précipitations en zone sahélienne. Est-ce que j'ai bien lu la carte ? Oui. Plus que dans un cas d'émissions basses. Oui. Et est-ce qu'on en tire des conclusions sur la vulnérabilité de l'Afrique au changement climatique, sachant qu'on va probablement se retrouver dans un scénario intermédiaire entre le... Alors, moi, ce que je vois sur le scénario émissions hautes, c'est qu'on a quand même un grand nombre d'incertitudes, parce que toutes ces lignes diagonales qui montrent peu ou pas de changement. Donc, effectivement, on a l'air d'avoir une augmentation des précipitations. Ce qui importe dans les précipitations, c'est la saisonnalité. Et effectivement, ce que ces cartes ne montrent absolument pas, c'est les changements de saisonnalité. Et sur toute la partie sahélienne, 90%, plus de 90% des cultures, de l'agriculture, est basée sur
il n'y a pas d'irrigation et c'est uniquement dû aux précipitations. Donc si on a un changement de saisonnalité qui va être très prégnant, si jamais on obtient ce type de choses, et à ma connaissance, c'est des choses qui sont vraiment pas contraintes, là on va avoir un problème de vulnérabilité très importante. Alors il y a déjà des changements de culture qui sont observés. Les gens ont déjà dû s'adapter à des changements de la saisonnalité des précipitations, et donc c'est des choses qui sont effectivement possibles et à venir. À vrai dire, j'ai un petit peu du mal à interpréter ces cartes de précipitation parce que avec le message principal qu'on est là sur des moyennes annuelles sur lesquelles on a des incertitudes importantes, et parce que ça ne prend pas en compte la saisonnalité. Ce qui est sûr, et ce que le rapport du GIEC a établi, écrit noir sur blanc dans sa partie générale et dans ses chapitres consacrés à l'Afrique, c'est qu'il faut s'attendre, c'est un des continents qui va être le plus vulnérable au changement climatique, mais aussi parce que ça va concerner des populations qui n'ont pas forcément les moyens de s'adapter à ce changement climatique. Mais alors je ne peux pas répondre précisément sur ce problème-là, mais effectivement la vulnérabilité est avérée. Oui, bonjour. Vous aviez parlé là pour le marqueur des archers, je crois, c'est ça ? Des archers, oui. Des archers, pardon. Est-ce qu'il y a d'autres marqueurs utilisés pour reconstruire aussi les températures, ou est-ce qu'il y a d'autres marqueurs, utilisés pour reconstruire les températures ? Et quand on parle de modèles qui divergent, est-ce qu'on parle toujours du même modèle sur lequel on se base, du même indicateur, ou d'autres indicateurs ? Je ne sais pas si c'est confus. Non, c'est pas confus. Il y a deux parties dans la question telle que je la comprends. Dans ce que j'ai parlé quand j'ai parlé des modèles, il s'agit de modélisation, donc ça ne prend pas en compte les résultats, là ne prennent pas en compte les données. D'accord ? Donc, dans ce qui concerne les précipitations, par exemple, il y a un grand nombre de modèles par un grand nombre de scientifiques de groupes qui ont tourné. Et donc, ce qui a été regardé, c'était les sorties. C'est ce type de carte. Et après, ils ont regardé si les résultats et les tendances concordaient entre les modèles. Donc ça, c'est sur la partie modèle. Pour la partie indicateur, donc la acquisition de données, en milieu continental et des marqueurs de température, on en a historiquement. C'était les pollens qui servaient pour reconstruire les températures. Le problème, c'est que les pollens, c'est lié à la végétation, c'est lié à la température et à la précipitation. Et donc, du coup, on avait beaucoup de mal à déconvoluer ces deux signaux. Et c'est pour ça qu'on travaille maintenant, c'est assez récent, c'est des molécules qui ont été identifiées il y a une petite dizaine d'années, d'abord en milieu marin, et on commence juste à s'intéresser à ça en milieu continental. Alors, en milieu marin, on a d'autres marqueurs moléculaires de température qui sont basés sur le même principe. En fait, c'est d'autres organismes, mais qui vont adapter leur fluidité cellulaire, la fluidité des membranes au changement de température. Et du coup, on va regarder la chimie de ces composés. En milieu continental, il n'y a pas d'autres marqueurs de température quantitatifs. Là, j'insiste sur l'aspect quantitatif, parce que c'est de ça dont on a besoin pour pouvoir comparer l'amplitude des changements que pourront trouver les modèles et que nous, on va trouver dans le passé. Voilà. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous êtes la seule équipe qui se concentre sur les points blancs, on va dire ? Parce que vous parlez beaucoup du manque de données que vous avez sur l'Afrique. Oui. C'est la première fois que j'entends parler de ça. Bon, je ne suis pas une référence, mais déjà, merci de m'avoir parlé de ça. Et j'ai l'impression que c'est un domaine qui est vachement ignoré. Est-ce que maintenant, il y a une concertation sur ces points blancs ? Alors, j'ai pas replacé ce qu'on a fait, parce que je me suis focalisée sur l'Afrique centrale pour gagner du temps. Mais on n'est évidemment pas les seuls à faire ça. En Afrique, il y a beaucoup d'Américains. Et les Américains, ils se sont tous concentrés sur l'Afrique de l'Est, parce que là, il y a la région des Grands Lacs, et il y a des très belles archives qui sont sorties. Et donc, ils ont relié ce qui se passait dans cette région-là, les variations de précipitation et de température dans cette zone-là. Ils ont relié ça aux variations climatiques qu'on observe dans l'océan pour en déduire des gradients.
Après, il y a des gens, il y a une équipe allemande qui s'est intéressée à des carottes marines ici. Une autre équipe américaine du Lamont qui a regardé par ici. Après la Méditerranée, il y a beaucoup de gens qui regardent. Moi, j'ai des programmes de recherche qui regardent également l'activité du Nil et ses variations au cours du temps. Mais ce qui est sûr, c'est que dans cette région d'Afrique centrale, pour l'instant, on est un peu les seuls. Non, il n'y a pas encore grand monde. On utilise en fait on profite d'un aspect historique. Il y a beaucoup de scientifiques français qui sont allés dans ces zones-là dans les années 70-80 et qui ont ramené des très belles archives, alors avec les moyens du bord, donc ça ne va pas tout au fond, mais, et qui ont montré les diagrammes poléniques que je vous ai montrés, qui étaient ce qui était le plus précis à l'époque pour reconstruire les environnements, et ça marchait très bien, hein, comme j'ai pu vous montrer on voyait très bien la succession de forêts et de savanes. Maintenant, on a voulu retravailler sur ces sites-là qui étaient clés, qui étaient fortement marqués par les scientifiques français, mais malheureusement les carottes, elles étaient soit perdues, soit il n'y en avait plus, soit elles n'étaient pas restées au frigo, et donc du coup c'est pour ça que là on est en train de remonter des campagnes. Dans le cas du Barum Bimbo en 2014, là on est revenu dans les traces de nos pères, hein, qui étaient venus là-bas en 86. À part le lac Hiro qui est vraiment inexploré pour l'instant. Le lac Balang, c'est pareil, des gens y sont allés en 80, mais ils n'ont pas pu aller plus loin que 7 mètres. Et on a les premiers enregistrements de température, ils sont magnifiques, mais alors on est très frustrés parce qu'on ne peut pas remonter encore dans le temps. On s'arrête juste à la transition de la période humide africaine. Donc c'est pour ça qu'on veut refaire une mission là-bas. Donc oui, il y a des gens qui ont travaillé là-bas, et nous, on reprend juste leurs traces avec des moyens qui sont différents. Maintenant, on a des barges de carottage qui fonctionnent beaucoup mieux, et avec des moyens analytiques aussi. Ces marqueurs moléculaires, on ne les connaissait pas à l'époque. Et bien sûr, on compare tout ce qu'on a obtenu avec ce qu'ils ont obtenu, parce que c'est l'intercomparaison qui va donner des réponses. Ce n'est pas un chercheur individuel qui va donner des réponses, certainement pas. Ça répond à la question ? Bonjour. Bonjour. Alors moi j'ai une question concernant la formation. Principaux du changement, il y a aussi le facteur humain en fait qui fait partie de ce changement. Est-ce que vous intervenez du coup au sein des universités ou des institutions locales pour les tenir au courant de ce changement et ainsi éveiller du coup les consciences là-dessus et du coup apporter un changement dans les habitudes et du coup pallier pour éviter ce genre Oui, alors c'est pour ça que j'ai tenu à vous montrer le volet pédagogique. C'est que le volet pédagogique, il ne concerne pas uniquement des étudiants français qui iraient en Afrique. Il concerne aussi des étudiants africains à parité qui sont donc dans les universités partenaires, donc Ngaoundéré, Yaoundé, Tchang, etc., N'Djamena. Et du coup, ils vont être impliqués dans ces recherches. On essaie de les faire venir en France aussi. Et donc, cette formation-là, elle a vraiment pour but de leur montrer comment est-ce qu'on étudie le changement climatique. On a aussi des cours magistraux qui permettent de replacer ce qu'on fait sur le terrain dans un cadre un peu plus global. Justement, on leur présente ça. Donc, non, c'est vraiment quelque chose qui est important. En fait, on ne fait pas... c'est important qu'il y ait une implication des gens sur place, et notamment sur l'étude de pesticides. C'est encore plus évident pour nous. C'était normal et c'était obligatoire que ce soit un étudiant camerounais qui soit formé sur ces problèmes des pesticides. C'est vrai que le changement climatique, c'est peut-être un petit peu plus difficile de voir une application immédiate. En revanche, ce qui concerne les marqueurs humains, donc les pesticides ou les évidences de feux de forêt, etc., là, c'est quelque chose qui va devoir vraiment se développer. Et pour nous, c'était vraiment très important qu'un étudiant camerounais commence à importer ces techniques-là et cette technicité-là au Cameroun. Et donc, il va passer la moitié de sa thèse, en fait, en France et la moitié au Cameroun. Et il va monter des manips, en fait, il va monter du travail de laboratoire en partenariat avec une équipe qui fonctionne très, très bien au Cameroun. Donc... Non, cet aspect-là est très important de transmission. Oui. Selon vous, quelles sont en termes, si on devait mettre des stratégies de changement en place ou quelles sont les deux axes sociaux qu'on pourrait se concentrer ? La question est très compliquée.
Il y a deux axes en fait. Il y a j'espère pas avoir apporté des réponses trop naïves, parce que c'est un petit peu loin de mon champ de compétences. Mais moi, ce que je vois, c'est que effectivement, ça serait de travailler sur ces deux aspects de changement climatique. Et donc, on a à la fois un changement climatique global, donc avec qui est lié directement aux émissions des gaz à effet de serre. Donc là, on va devoir effectivement apprendre à contrôler ces émissions de gaz à effet de serre, et en particulier dans cette zone de l'Afrique qui connaît une croissance très très importante. Et donc comment va se faire cette croissance? Est-ce qu'elle va se faire avec des techniques et des technologies qui sont respectueuses de l'environnement, qui peuvent coûter plus cher, qui demandent des investissements plus importants, mais qui n'a pas de... c'est un investissement à moyen terme. Il n'y a pas une réponse tout de suite. Donc il y a cet aspect-là. Et puis après, il y a l'aspect impact anthropique direct sur l'environnement. Et là, quand on se promène sur le lac Barumimbo, c'est vraiment, vraiment important, quoi. C'est une zone, c'est la plus grande réserve d'eau naturelle du Cameroun. C'est un lac de cratère à 300 mètres d'altitude qui est classé réserve naturelle. Quand on arrive de loin, on voit effectivement des grands arbres. On se dit, ah oui, c'est vrai, c'est très bien préservé. On commence à faire le tour du lac pour aller jusqu'au village. Et là, on s'aperçoit que tout est cultivé. Et qu'il y a la culture sur brûlis. La culture sur brûlis, ça pose problème parce que ça favorise l'érosion des sols. Donc là, il y a aussi, cultiver, qui dit culture dit intrant. Et on marche sur des stacks de pesticides. Donc il y a un usage immodéré des pesticides. Donc, et sans qu'on sache ce que deviennent ces pesticides après. Donc là, il y aurait peut-être un volet information, un volet formation à très court terme qui serait très important de mener. Mais pour ça, il faut qu'on ait des armes, entre guillemets, il faut qu'on ait des connaissances, il faut qu'on sache, qu'on montre quel est l'impact direct, parce que tous ces pesticides, c'est des produits cancérigènes qui sont des perturbateurs endocriniens. Donc il y a des retombées sur la vie humaine qui est très importante. C'est donc cela qui va servir de prise d'eau pour la ville de Kumba, de prise d'eau unique, donc la ville qui est juste à côté. C'est une réserve de pêche, donc on ne sait pas du tout quel est le devenir de ces pesticides une fois qu'ils sont dans le lac. Est-ce qu'on va les retrouver sédimentés au fond parce qu'ils sont agrégés à d'autres particules et ils vont tomber d'un coup? Entre guillemets, pour l'humain, ça serait un moindre mal. Ou est-ce qu'ils vont être intégrés à la chaîne alimentaire et du coup, on va les retrouver dans les poissons? On n'en sait rien de tout ça. Donc effectivement, il y a des études qui ont été faites dans d'autres pays d'Afrique, mais il n'y a pas de pays d'études comme ça qui ont été menées au Cameroun. C'est pour ça qu'il y a ces deux axes, à la fois en milieu très anthropique dans la ville de Yaoundé et dans un milieu un petit peu plus protégé, enfin qu'on pensait complètement protégé à côté de Kumba. Merci. Guillemette, je crois qu'on va s'arrêter parce que le temps est passé, mais vous allez continuer avec nous. Merci beaucoup. Merci beaucoup.